Okay, good morning. Bien, bonjour à tous. Il est 11h01, donc nous allons donc lancer cette session. Avant de commencer, je voudrais faire donc une annonce pour des questions de logistique. Je pense que vous connaissez tous ce système Weassembly. Et puisque vous êtes déjà assis, vous pouvez contribuer à cette session en utilisant donc Weassembly et Twitter. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous connecter au hotspot de l'OCDE et ensuite vous pouvez vous connecter sur Weassembly. Vous avez des documents sur votre siège qui vous permettent de le faire. Faites-le dès à présent. Nous sommes donc dans l'amphithéâtre numéro 3. Vous pouvez vous connecter à app.weassembly.com/OCDE3. Je recevrai les questions principales sur ma tablette et je pourrai donc transmettre ces questions à nos panélistes. Donc, une fois que vous vous êtes connecté, en utilisant le hashtag OCDE3, OECD3, vos questions donc seront affichées sur l'écran. Vous pouvez faire des commentaires, poser des questions, vous pouvez voter, soutenir les commentaires d'autres contributeurs et je pense que cela enrichira notre débat. Vous pouvez suivre les discussions donc sur scène, mais également voir ce que d'autres en pensent. Voilà, je vais donc m'arrêter là pour l'aspect logistique de la session et lancer le débat. Donc, bienvenue à tous à cette session donc sur l'entrepreneuriat inclusif. Je suis Anne Chaki, je suis directrice des affaires internationales à Zhongang Ilbo. Il s'agit du journal phare du groupe médiatique Zhonghang. Alors, il s'agit d'un média coréen, donc peut-être que vous n'en avez pas toujours beaucoup entendu parler. Il s'agit d'un groupe, le groupe le plus important dans mon pays, 25 entreprises. Et récemment, nous avons fait l'acquisition d'entreprises touristiques, puisque nous avons vu qu'il y avait un ralentissement dans le domaine des médias et nous avons décidé d'élargir un peu nos horizons. J'ai commencé à travailler en tant que reporter à la télévision dans les années 1990. J'étais présentatrice. Et j'ai également travaillé à JTVC le week-end. Et d'ailleurs, c'est la chaîne qui a donc suscité le scandale en Corée l'année dernière. Nous étions donc le groupe qui a dévoilé le scandale qui entourait donc les décideurs politiques en Corée. Je me disais que j'avais besoin de davantage de stabilité, donc désormais je suis directrice des affaires internationales. Je m'occupe donc de la gestion. Et j'ai l'honneur et le plaisir d'être modératrice pour ce panel. Nous avons donc des intervenants éminents et ils vont nous permettre de comprendre comment l'entrepreneuriat se tourne vers une manière plus inclusive de travailler. Nous avons donc 1h20 pour essayer de faire en sorte que nous avons tous les outils pour faire en sorte que l'entrepreneuriat soit plus inclusif. Nous le savons, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent grâce à l'ère numérique pour trouver des solutions créatives qui puissent susciter le changement social. Et donc, c'est un éventail d'opportunités qui s'ouvre aux groupes les plus défavorisés et les plus vulnérables, en France, en Finlande, en Australie et partout, et y compris chez moi en Corée. Je vais présenter les panélistes et je vous demanderai de les applaudir suite à
leur présentation. Je vais commencer par Chiara Condi. Chiara Condi était une étudiante excellente à Harvard. Elle a été à la tête du premier refuge pour sans-abri au sein de Harvard et elle a créé l'initiative Led by Her qui soutient les femmes victimes de violences afin qu'elles puissent reconstruire leur vie en s'appuyant sur des initiatives donc entrepreneuriales. Merci d'applaudir Chiara. Merci. Ensuite, nous avons Nicolas Hazel. J'espère ne pas avoir écorché votre nom. Hazel, pardon. Très bien. Donc, Nicolas Hazel. Nicolas Hazel jouit d'une expérience tout à fait considérable dans le monde politique et les médias. Elle s'est lancée dans le monde des startups l'année dernière, donc dans le cadre de l'initiative Blue Chili. L'idée, c'est d'accélérer les initiatives portées par des femmes dans le monde des startups. Merci d'applaudir Nicolas. Et donc, le seul homme ici parmi nous aujourd'hui, donc Monsieur A.P. Porjavirta, c'est bien ça? Super. Il est donc chef évangéliste technicien et le fondateur de Funzi. Il s'agit de services mobiles d'apprentissage qui se concentrent sur les marchés émergents. Il s'agit donc ici d'un... Monsieur Porjavirta est un conférencier. Il a inventé cette application mobile en 2003. Et donc merci de l'applaudir. Merci, AP. Et enfin, Madame Roxane Varza, directrice de la station F. Il s'agit de l'incubateur géant qui doit être lancé à la fin de ce mois. Elle travaille avec le gouvernement français sur les questions numériques. Elle fait partie des 13 femmes âgées en dessous de 30 ans qui... donc, sont à la tête de ce type d'initiative dans le numérique. Et donc, je vous demanderai de l'applaudir, s'il vous plaît. Oui, je voulais juste dire que âgé en dessous de 30, c'était il y a quelques années déjà. On ne dirait pas, donc on peut toujours l'évoquer. Donc, bienvenue à vous tous. Au cours des dernières années, nous avons vu des chiffres qui étaient plutôt désolants. Les chiffres du chômage ont atteint un record historique. Les inégalités de richesse et de revenus ont atteint un point historiquement élevé. Bien sûr, ce sont des tendances qui sont très préoccupantes. Et de plus en plus, nous parlons de ce qui peut être fait pour inverser cette tendance. Nous sommes convaincus que l'entrepreneuriat inclusif peut nous aider à mettre en place une croissance inclusive. Alors, nos panélistes travaillent sur le terrain, rencontrent les entrepreneurs en herbe et j'aimerais avoir votre contribution sur ces points. Nicolas. Oui, alors je pense que lorsque on voit des personnes qui viennent d'horizons qui ne sont pas les plus typiques pour le monde de l'entrepreneuriat et y parviennent, eh bien, cela fait en sorte que nous y croyons. L'entrepreneuriat repose sur des personnes qui sont tout à fait passionnées, qui veulent trouver une solution aux problèmes du monde et veulent tirer parti des outils technologiques pour ce faire. Ce que nous avons constaté à Blue Chili, c'est qu'il y a un potentiel d'avoir un impact à l'échelle planétaire. Cependant, nous voyons bien que dans notre écosystème de start-up, il manque cruellement de femmes dans ce monde. Et on voyait bien qu'une personne sur 5 qui se lance dans l'entrepreneuriat est une femme. Et donc, ces chiffres progressent petit à petit.
Et c'est pourquoi nous avons lancé le programme She Starts. L'idée était de mettre en place des actions tout à fait concrètes, de travailler la main dans la main avec des entrepreneurs femmes. Mais pour changer la donne, il faut faire plus. Il faut créer une nouvelle rhétorique et un nouveau discours autour de cette question. L'idée, c'est donc d'investir dans des femmes entrepreneurs et ensuite de diffuser leur histoire et de créer un mouvement autour de ces femmes qui sont à la tête d'initiatives. Et cela a un impact sur les femmes qui souhaitent embrasser des carrières en tant qu'entrepreneurs, mais cela a un impact également sur d'autres femmes qui travaillent dans d'autres domaines. Le fait est que si nous ne faisons pas tout ceci, eh bien, nous sommes en train de perdre des opportunités en matière de diversité. Il ne s'agit pas uniquement d'un impératif sociétal et social, il s'agit également d'un impératif économique et nous le savons que l'investissement dans les femmes a des retombées positives pour nous tous. Bien, j'ai déjà un commentaire sous les yeux. Donc on parle d'entrepreneuriat inclusif, mais il y a 3 femmes et 1 homme, donc voulez-vous contribuer au débat? Alors, simple, stupide, têtu, voilà, ce sont quelques caractéristiques de ma personnalité. Et il y a quelques années, je me posais des questions existentielles sur la vie. Et je me suis dit, puisque, en fait, bien sûr, comme je vous le disais, je suis un homme, je suis plutôt monotâche. Je me suis tournée vers des chercheurs, des experts scientifiques, et je me suis dit, finalement, après ces échanges, qu'il y avait un problème auquel nous devions trouver une solution. Il faut faire en sorte que les femmes en Afrique subsaharienne deviennent des femmes entrepreneurs, créent une classe moyenne et travaillent donc pour encourager la classe moyenne dans leur pays. Et comment faire cela? Eh bien, grâce aux services mobiles. Si je parviens à faire ceci, eh bien, tout le reste viendra seul. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a tout simplement pas. Alors, je voudrais rebondir sur ceci. Je voudrais féliciter la personne qui a décidé de choisir ces panélistes-ci, car j'ai beaucoup participé, j'ai participé souvent à des conférences où l'idée d'un panel inclusif, c'est d'avoir un panel où il n'y a que des femmes qui parlent des problèmes spécifiques aux femmes. Et donc je suis ravie de voir qu'il y a ici un homme avec nous. Et j'ai vu cela donc dans les commentaires et je pense que la personne qui a écrit cela a tout à fait raison. Alors Chiara, vous vous êtes dit tout de suite que vous deviez diriger vos efforts à cette question. Oui, c'est intéressant car récemment, je suis tombée sur des programmes pour des entrepreneurs et pour les codeurs. Et les personnes qui sont à la tête de ces programmes expliquent qu'il n'y a pas de femmes qui se trouvent parmi les candidats. Et lorsque je pose la question de savoir ce qu'ils vont faire, eh bien, il n'y a pas vraiment de réponse. Et la question, c'est de savoir comment créer cette passerelle entre les femmes et ces programmes. Personne ne veut assumer la responsabilité de ce manque de femmes dans ce domaine. Je pense que nous n'avons pas encore saisi toute la mesure de la nécessité d'avoir des programmes spécifiques aux femmes dans ce domaine. Après des années d'oppression. En 1919, les femmes ont eu accès au droit de vote.
Les femmes n'ont pu avoir des cartes de crédit que beaucoup plus tard, sans l'accord de leur mari, dans les années 60. C'est en 1973 que les femmes ont eu accès à l'avortement. Les premières femmes PDG, donc tous ces moments charnières. Donc, je suis moi-même née en 1986, à l'époque des disquettes. Il y avait de plus en plus de femmes modèles, avec Hillary Clinton qui se lançait dans la politique, avec Oprah Winfrey, etc. Donc il y a eu une évolution très rapide. Et si j'ai une fille un jour, à l'âge de 5 ans, elle pourra coder sur le programme Python. C'est un monde qui est en évolution très rapide, mais nous devons bien sûr prendre en compte le chemin qui a été parcouru. Tout ceci s'est produit en un siècle. Et nous pensons que 50% des entrepreneurs seront des femmes, comme ça, du jour au lendemain. Alors qu'il y a eu 5000 années d'oppression, et il y a eu un travail acharné pour parvenir au point où nous en sommes. Et nous devons, c'est pourquoi je pense que nous devons créer des programmes spécifiques aux femmes qui comprennent tout à fait, qui saisissent les problématiques qui sont propres aux femmes, afin que celles-ci puissent enfin avoir accès aux outils nécessaires. Je pense que c'est là une position réaliste et je pense que nous devons avoir une discussion franche à ce sujet. Bien, donc il s'agit d'une problématique qui est tout à fait globale. Bien, donc si nous nous concentrons sur l'aspect numérique, cela a ouvert des portes aux femmes afin qu'elles puissent réaliser leurs rêves. Vous en avez parlé un petit peu, mais comment les décideurs politiques peuvent-ils accompagner les femmes afin qu'elles puissent avoir accès à ce monde numérique et puissent surmonter les obstacles propres aux femmes? Alors, AP, peut-être votre contribution là-dessus? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais que les décideurs politiques aient une meilleure compréhension du monde numérique. Je pense que nos sociétés s'est construite d'une certaine manière et autour de l'idée que les processus commencent à un point A et se terminent à un point B, et c'est pourquoi nos sociétés sont plutôt dans la réaction, alors que dans l'ère numérique, on est plutôt dans l'action. Mais c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Et c'est pourquoi les règles du jeu sont en train de changer. Et je viens de Finlande, donc le meilleur pays au monde. Je vois bien que dans les médias, il y a des femmes qui façonnent notre nouveau monde, comme Rails Girls. Il s'agit donc d'une plateforme de sources libres. Et cette plateforme, en fait, permet aux filles d'apprendre à coder, mais également aux garçons. Et ce que je veux, c'est voir un monde qui est inclusif pour tous. Peu importe d'où vous venez, peu importe votre sexe. Et à mes yeux, les outils technologiques peuvent nous permettre d'accéder à ce monde-là. Alors, j'adore la France et le contexte français est tout particulièrement important. Et je voudrais savoir, donc pour le projet de 1000 startups, est-ce que vous avez pris en compte la dimension des femmes? Car nous le faisons toujours. Oui, je vais rebondir là-dessus. Alors, Station F, l'idée, c'est d'avoir cet incubateur géant. Et l'idée, c'est également de faire en sorte d'inclure une certaine diversité dans l'entrepreneuriat. Donc bien sûr les femmes, mais aussi des personnes d'horizons divers, de l'international. Et nous aimerions avoir une représentation féminine plus importante. Et d'ailleurs, ça s'est fait très naturellement. Le nombre de femmes dans l'écosystème français a augmenté de manière rapide. Et d'ailleurs, Paris est plutôt bien classé par rapport à d'autres villes. Paris a un classement donc
meilleures que Tel Aviv et Londres notamment. Et l'idée, c'est de parler aux personnes qui ne se voient pas tout à fait lancer donc leur propre activité. Et l'idée de Station F, c'est de pouvoir justement tendre la main à ces personnes-là. Je voudrais rebondir sur ce que Chiara a dit tout à l'heure. Elle nous disait que il fallait mettre en place les outils pour faire en sorte que les femmes se sentent prêtes à embrasser ce monde de l'entrepreneuriat. En France et au Royaume-Uni, les réactions ont été très différentes face à nos initiatives. En France, il y a eu beaucoup de succès, alors qu'au Royaume-Uni, la réaction était la suivante. Eh bien, les femmes se disaient non, nous ne voulons pas avoir un traitement spécifique parce que nous sommes des femmes, nous voulons que les gens viennent vers nous parce que nous sommes compétentes. Et donc, je pense qu'il faut que nous commencions à travailler à une étape vraiment précoce. Et avec l'organisation que j'ai lancée, Start Her, nous avons mis en place des programmes d'introduction au codage et on m'expliquait que les femmes n'étaient pas intéressées. Et nous avons mis en place des séances ouvertes à tous et gratuites, donc à tous pour le codage. Et 80% des personnes qui se sont inscrites étaient des femmes. Et on voit bien que c'était différent pour elles, car les personnes qui donnaient cours étaient des femmes aussi, et cela a changé tout à fait leur perspective sur ces questions. Je pense que l'éducation est un élément clé. Et je pense aussi que nous devons revoir le format et faire en sorte qu'il suscite l'intérêt des femmes. Alors, Nicolas. Alors, pour moi, il s'agit de la question de savoir comment concevoir des programmes qui prennent en compte la diversité et les femmes. Alors Chiara nous disait oui, mais on nous dit que les femmes ne souhaitent pas s'inscrire, ne veulent pas participer. Donc les femmes doivent changer puisque elles ne veulent pas participer. Et à Blue Chili, on s'est dit, au lieu de se dire que les femmes ne veulent pas participer, on s'est attaché à mettre sur pied des applications qui parlent aux femmes. Donc il s'agit de programmes accélérateurs. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons tout simplement dit que nous avions un programme pour des entreprises menées par des femmes. Et nous avons posé la question suivante. Avez-vous des idées pour trouver des solutions à des problèmes mondiaux? Avez-vous la passion donc de trouver les solutions aux problèmes contemporains de nos sociétés? Et nous avons constaté que des femmes de tous âges, d'horizons tout à fait divers, nous avons obtenu des personnes qui étaient passionnées de technologie, férues de technologie, mais également des personnes qui ne l'étaient pas, des athlètes, etc. Et donc, nous avons 800 femmes qui se sont inscrites à nos programmes. C'était plus que le double obtenu par tout autre programme qui était lancé auparavant. Et donc l'idée, c'est que si vous transmettez votre message de manière différente, si la campagne est conçue afin de susciter l'intérêt des femmes, eh bien cela fonctionne. Et lorsqu'on a posé la question de savoir pourquoi ces femmes ont voulu participer à cet écosystème, eh bien, c'était assez intéressant. Les femmes nous disaient que parfois, elles ne savaient même pas ce qu'était une start-up, mais que l'idée, c'était vraiment de trouver une solution à un problème et que ça leur a permis d'avoir accès à cet espace-là. Il faut donc changer les éléments de langage, être capable de voir le potentiel qui existe dans nos sociétés
Et pour ce qui est de la conception de politique, eh bien, il ne suffit pas aux autorités publiques de dire, eh bien, nous allons allouer telle somme à des programmes exclusivement féminins. C'est déjà très bien, mais l'idée, c'est également de savoir ce qui est fait d'un point de vue budgétaire afin de prendre en compte l'aspect diversité. Cela ne sert à rien d'avoir un programme spécifique aux femmes si tous les autres programmes, en réalité, ne prennent pas en compte cette problématique-là. Oui, j'allais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez définir l'entrepreneuriat inclusif? Qu'est-ce qu'inclusif? Parlez-vous des femmes? Mais Nicolas nous le disait aussi, il s'agit de vraiment prendre en compte toutes les personnes marginalisées, tous les laissés pour compte, les personnes qui n'ont pas pu réaliser leurs rêves, prendre en compte toutes ces personnes-là. C'est ce que nous disait Nicolas. Chiara, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que cela veut dire l'entrepreneuriat inclusif? Pour rebondir sur ce que disait Nicolas, elle nous disait qu'il y a eu 800 candidatures de la part de femmes. Ça veut dire que les femmes sont intéressées par l'entrepreneuriat. Et bien sûr, cet intérêt existe également dans d'autres groupes qui sont sous-représentés. Cependant, les structures dont nous sommes dotés ne parviennent pas à soutenir l'ensemble de ces populations. Nous avons organisé un hackathon pour nos femmes entrepreneurs. Elles nous ont expliqué qu'elles voulaient participer à notre hackathon, alors qu'il y en avait des milliers d'autres, mais elles ont insisté pour participer au nôtre car elles adhéraient à la philosophie que le nôtre portait. Et donc cela s'applique également à d'autres groupes qui sont sous-représentés dans ce domaine. Les femmes entrepreneurs, et alors je m'astreins à parler de femmes entrepreneurs car c'est là mon sujet de travail. Alors il faut savoir que ces femmes ne naissent pas de manière cloisonnée. Elles font partie d'un écosystème et bien sûr cet écosystème doit les prendre en compte. Et autre élément important, eh bien nous devons prendre en compte les autres politiques publiques et repenser le rôle occupé par les femmes au sein de la société de manière plus générale et pas uniquement dans l'écosystème des startups. Alors, pourquoi est-ce que les femmes, par exemple, n'ont pas accès à ces opportunités? Par exemple, parce qu'il n'y a pas de système de garde subventionné. Et ce sont des réalités dont nous devons parler. La Fondation Kaufmann en parle souvent. Les femmes, dans les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques, sont moins susceptibles de se lancer et de créer leur entreprise si elles ont un enfant, alors que pour les hommes, il n'y a aucune différence, avec ou sans enfant. Et je pense que nous devons en parler de ce sujet. Et oui, tout à fait, nous allons en parler. AP. Nous avons quelques commentaires sur les groupes marginalisés et défavorisés en tant qu'entrepreneur et en tant que client. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, et notamment sur les migrants? Oui, je savais bien qu'on allait me poser cette question. Par rapport à ce qui a été dit auparavant, ce qui était intéressant, c'était le terme de conception. On a conçu notre service en nous basant sur tous ces différents éléments dès la conception. Nous avons conçu notre propre système. Alors, ce qui est important, c'est de prendre... nous avons des données, data, comme disent les Australiens. J'adore cette prononciation. Nous utilisons ces données
pour voir comment la conception va fonctionner. Au départ, on est donc une start-up, on n'a pas d'argent, on a besoin de financement, et puis on a commencé des campagnes pour créer des cours en arabe pour les entrepreneurs. Et puis, très rapidement, on a eu 500 000 personnes qui ont commencé à suivre nos cours, des dizaines de milliers qui ont même terminé cette formation en Irak. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait 54% de femmes et 56% d'hommes. Et cela tient à la conception. Nous avons conçu un système qui fonctionne pour les deux sexes. Dans un endroit qui est assez compliqué, l'Irak, vous vous en doutez. Donc la conception est vraiment importante. Il faut comprendre quels sont les besoins de la population. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'une approche communautaire dès le départ. Il faut des femmes qui soutiennent les femmes, du peer-to-peer. Il faut que les femmes se comprennent entre elles, qu'elles puissent se battre pour leurs droits. Je suis un féministe très actif et j'aimerais ne pas avoir à défendre les femmes. J'aimerais ne pas avoir à défendre les personnes. J'ai été au contact de personnes handicapées en fauteuil roulant dès mon enfance et j'ai compris dès le début qu'il fallait que les personnes se battent pour pouvoir... Ces personnes devaient se battre pour réaliser leurs rêves et c'est cela l'entrepreneuriat inclusif. Je pense que vraiment on peut applaudir cette intervention. Je pense que vraiment on a compris ce dont on parle actuellement et la raison de notre présence ici. Trop de personnes défavorisées ont été marginalisées parce que le système leur a préféré des élites ou ceux qui avaient déjà accès. Donc il y a vraiment un écart entre les personnes favorisées et défavorisées. Cela s'est aggravé au cours des décennies précédentes et c'est cela qu'il faut régler. Alors, lorsque l'on parle de ce manque d'accès à la finance, à l'entrepreneuriat, etc., on en parle souvent comme les problèmes principaux, les plus gros obstacles à la création d'entreprises. D'après vous, est-ce que vous pensez que ce sont effectivement les facteurs les plus problématiques, les obstacles principaux, ou est-ce que vous pensez qu'il y en a d'autres qu'il faudrait résoudre également? Nicolas. Oui, je pense qu'on peut regarder trois piliers pour la présence des femmes dans le monde technologique. Et je pense que cela peut s'appliquer à d'autres domaines. Je pense qu'on en a parlé. On a parlé de l'entrepreneuriat pour la survie, c'est-à-dire des personnes, on parle souvent de microfinance. Ensuite, il y a l'innovation. Et il y a différents leviers politiques qui peuvent être appliqués dans ces différents domaines. Et lorsque je regarde les trois piliers qui ont un impact sur les femmes dans les startups, il y a tout d'abord la barrière des compétences techniques. Il s'agit souvent d'un obstacle. Les femmes dans le monde sont très sous-représentées dans l'informatique et donc le monde numérique. Alors ce que nous faisons dans notre programme, c'est que nous travaillons avec des personnes non expertes en technologie pour construire des entreprises. Et ensuite, nous faisons participer les experts en technologie. Donc, il y a des manières de résoudre ou de surmonter ces obstacles. Deuxième obstacle, culturel ou structurel. Et cela est très lié à ce que vient de dire Chiara. Lorsque l'on parle de barrières culturelles, on parle de comportement de prise de risque. Très souvent, dans de nombreux pays, les femmes ne sont pas encouragées à prendre des risques. Il faut dire les bonnes choses au bon moment. Il faut attendre son tour. Donc, prendre des risques, être audacieuse n'est pas normal, n'est pas habituel pour une femme. On n'a pas été éduqué comme ça. Également, il y a le problème du système de garde des enfants, les écarts salariaux, donc le fait qu'il est plus difficile pour des femmes d'économiser et de quitter leur travail et de prendre un risque pour créer une entreprise. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a également un déficit de confiance pour de nombreuses femmes. Elles lorsqu'elles ont elles attendent d'avoir 100% de certitude avant de lancer une idée, alors que les hommes se contentent de 60%.
Et donc, lorsque l'on regarde les industries du domaine technologique, on voit très peu de femmes. Il y a quelques femmes, mais en général, on voit des jeunes avec des sweats à capuche en train de jouer au ping-pong, des jeunes hommes. Donc, lorsque vous pensez à ce type de personnes, vous ne pensez pas à des femmes, et il faut des modèles dans ce domaine. Ensuite, il y a la question de pouvoir réunir, collecter des fonds. Si vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, il est difficile de faire un appel de fonds. Et cela va être compliqué de lancer une start-up. Également, lorsqu'il y a des investisseurs femmes, elles sont plus à même d'encadrer et d'encourager, de coacher d'autres entrepreneurs féminines. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, tout à fait. Je voulais également parler de la question du réseau, parce qu'on n'en parle pas assez, parce qu'on pense tous qu'on peut se rencontrer facilement, qu'on peut trouver les personnes dont on a besoin pour recruter, les gens dont on a besoin, trouver les investisseurs qu'il nous faut, mais je pense qu'on a vu très souvent des investisseurs de la Silicon Valley qui ont dit, eh bien, moi, je vais financer un diplômé de MIT ou de Harvard. Et très souvent, ils parlent d'un jeune homme qui leur ressemble et ils continuent à investir dans ce type de modèle. Et je pense que c'est la méthode parfaite pour ignorer des gens qui viennent d'autres domaines, des personnes différentes. Et c'est un petit peu pour cela qu'on voit une reproduction de toutes les nouvelles, les mêmes applications, les mêmes comportements, etc. Oui, tout à fait. C'est en fait un comportement inconscient ou conscient. C'est un investisseur qui regarde et qui voit devant lui un jeune homme et qui dit «Oh, mais vous me ressemblez, vous me faites penser à moi au même âge» et paf, il leur accorde un prêt. Ils font pas du tout la même chose avec une jeune femme. Alors, nous, on essaye de faire complètement différemment et de nous comporter pas du tout de cette manière-là, de nous éloigner de ce comportement Silicon Valley. Et vous, quel est votre avis là-dessus? Oui, lorsque l'on parle de ce biais, très souvent, il y a aussi le fait que les femmes essayent de résoudre des problèmes quotidiens qu'elles voient dans leur vie quotidienne. Et donc beaucoup de femmes créent des femmes pour des femmes. Et les investisseurs, très souvent, sont des hommes. Et lorsque vous allez voir un investisseur et puis vous leur parlez d'un quelque chose qui va, par exemple, vous aider au moment de vos règles, eh bien l'investisseur mâle ne comprend rien. Et j'ai entendu beaucoup de créatrices de start-up qui en parlaient. Puis on a également parlé de l'accès au financement. Les femmes ont un accès au financement plus difficile. Lorsque l'on va voir les personnes qui financent les startups, les anges, ils nous disent, eh bien, on n'a pas assez de femmes qui postulent. Alors on se rend compte qu'il y a un problème. Et le problème est qu'il n'y a pas assez de femmes qui décident de devenir des entrepreneurs. Elles ne franchissent pas cette première étape. Et nous, on est en train d'essayer de résoudre le problème à la fin du processus sans nous concentrer sur ce qui se passe dès le début. Moi, je ne travaille pas spécifiquement sur le domaine technologique et je voudrais dire que ce soit dans le domaine technologique ou non technologique, il faut créer des programmes qui permettent aux femmes de devenir des entrepreneurs, c'est-à-dire de réussir les premières étapes. Parce que je pense que c'est là qu'il y a des lacunes. Parce que en fait, on a tendance à travailler avec des projets qui sont déjà en place, des idées qui sont déjà bien formées, et on n'aide pas ces idées à émerger. Chiara, vous êtes une jeune femme américaine avec une start-up ici à Paris. Quels ont été les obstacles principaux pour vous pour en arriver là? Eh bien, trouver de l'argent. Je parle franchement. Et je pense que nous devrions en parler franchement. Parce qu'on dit que soutenir les femmes entrepreneurs, c'est important, l'inclusion, c'est important également, mais qui va financer tout cela? Et ça, c'est une question essentielle, parce que si l'on veut que ce soit prioritaire, il faut trouver les moyens. Nous avons organisé un hackathon récemment
Et il a été très difficile pour nous de trouver des soutiens financiers en tout cas. Et c'est difficile parce que nous proposons des solutions et nous ne voyons pas le soutien financier se matérialiser alors que tout le monde nous dit que ce que nous faisons est super. Oui, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Qui est responsable de tout cela? Est-ce que c'est le monde des affaires? Est-ce que c'est la responsabilité du gouvernement de mener à bien cet entrepreneuriat inclusif ou de le favoriser en tout cas? AP. Oui, j'étais plongée dans mes réflexions suite aux interventions des panélistes. Oui, je voulais parler un peu plus globalement. On travaille dans des endroits ou sur des questions qui ne marchent pas bien. Donc, pour nous, nous nous concentrons sur des marchés où l'infrastructure n'est pas si bonne que ça. Par exemple, en Jordanie, nous voyons des universitaires femmes, des jeunes femmes. Je crois que 70% de ces diplômés étaient des femmes. Et les femmes dans le monde du travail représentent seulement 12 à 13%. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a une disparition de femmes. Alors, on a parlé de l'inclusion, de l'importance de l'inclusion pour la société. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a des calculs qui sont faits. Et cela montre que si ces femmes travaillaient en tant qu'entrepreneurs ou même en tant qu'employés dans la société, le PIB exploserait. Est-ce qu'on a des chiffres? Oui. Oui, on augmenterait le PIB mondial jusqu'à 24 milliards de dollars. 24 000 milliards de dollars. Et puis on a également parlé des modèles. Moi, je suis assis là et je regarde les différentes intervenantes et je me dis, eh bien, ce sont des modèles fantastiques, des personnes qui construisent quelque chose. On ne parle pas du succès à la fin, de si ça marche ou pas. L'entrepreneuriat, c'est toute l'étape, surmonter toutes les difficultés au long du chemin. Les personnes qui construisent quelque chose, qui se réveillent la nuit parce que ils ont peur, ils prennent un risque. Et voilà, toutes ces femmes, voilà, je n'inclus pas la modératrice parce qu'elle a un salaire, mais je parlais des 3 intervenantes autour de moi qui sont fantastiques. Oui, effectivement, nous perdons, nous avons très souvent des insomnies, c'est même mon cas, moi, qui ai un salaire pourtant. Je pense que le public est vraiment génial aujourd'hui. Je vois de très nombreuses questions, très pertinentes. Alors, on parlait donc de la valeur ajoutée de l'entrepreneuriat inclusif. Nicolas a déjà donné un chiffre. Et donc, c'est le cas, clairement. Roxane, dans votre entreprise, quelle a été votre expérience en termes d'entrepreneuriat inclusif et de bénéfices pour votre compagnie? Eh bien, dans mon entreprise actuelle, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'a pas encore ouvert. On ouvre la station F en juin. Et donc, avec les startups qui seront sur ce campus, nous allons nous concentrer sur l'inclusion. Cela fait partie de notre ADN. Et donc, mon équipe, nous ne sommes que 15, mais donc il y a 50% de femmes avec des gens de nationalités très différentes. Et l'idée, c'était de créer un écosystème, donc d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème des startups. Et puis, on a reçu des candidatures, donc la moitié des candidatures étaient des femmes, et des gens avec une très forte diversité culturelle. Et cela nous a aidés. On ne va pas choisir 10 entreprises qui se ressemblent toutes. Nous, ce qu'on regarde, c'est voir également les différents profils, voir quel type de ressources nous pouvons apporter. Aujourd'hui, on a parlé énormément des femmes, mais
il y a également d'autres populations très sous-représentées. On parle des personnes marginalisées, des personnes de milieux défavorisés, ceux qui ne vont pas en école d'ingénieur, en école de commerce, qui n'ont pas de MBA et qui pourtant souhaitent devenir des entrepreneurs. Il y a beaucoup de ressources actuellement en ligne, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas qu'il est possible de devenir entrepreneur. Et donc je pense que cela commence très tôt, en France en tout cas. Euh, on parle des banlieues, par exemple, et je pense qu'il faut que notre approche soit complètement différente. Il faut que nous puissions nous adresser à ces personnes les touchées pour qu'elles puissent participer à cet entrepreneuriat. Et la même chose peut être dite des territoires outre-mer avec un taux de chômage extrêmement élevé. Et donc, si ces personnes pouvaient toutes lancer des entreprises, la situation serait transformée. Oui, c'est la même chose en Australie. Il y a eu des programmes pour les réfugiés et les migrants, par exemple. Et ces programmes réunissent lorsqu'ils ne se tiennent pas dans une ville. Il y a un programme d'accélérateur d'entreprises pour les migrants et les réfugiés qui se rend dans les banlieues de Sydney où il y a une forte population migrante et qui permet aux personnes de venir se former sur l'entrepreneuriat, de tester leurs idées, de les développer. Et nous emmenons des personnes, des experts de l'industrie pour conseiller ces personnes. Et nous avons une personne qui, par exemple, a fondé Yahoo Australie, qui vient et qui travaille avec ces entrepreneurs pour les soutenir, pour créer une communauté, un environnement inclusif et accessible. Et je pense que vraiment, c'est la clé, l'inclusion et l'accessibilité. Il faut vraiment que les deux soient présents. L'un ne suffit pas. Et lorsqu'on regarde les femmes, c'est la même problématique. Vous avez parlé des problèmes d'accès au système de garde pour les enfants. Et lorsque nous avons lancé le système She Starts, j'en ai déjà parlé hier, mais une des femmes qui a été sélectionnée dans le top 20 est venue me voir tout de suite et m'a dit « Oh, c'est fantastique, merci beaucoup, mais je ne pourrai pas participer car je dois être là deux jours par semaine pendant 3 semaines et j'allaite et mon mari travaille à plein temps, donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir participer, je vais devoir refuser. » Ben, moi, j'ai téléphoné, j'ai dit nous avons une salle pour l'allaitement. Si vous voulez venir avec votre bébé, il n'y a aucun problème. Vous pouvez partir plus tôt, vous pouvez participer à cette partie de la formation en ligne ou en téléconférence. Donc c'est très simple. Et elle était vraiment surprise que ce soit même une possibilité pour elle. Donc je pense que l'accessibilité, c'est vraiment extrêmement importante dans cette création d'opportunités et de points d'entrée, de participation pour ces personnes, quel que soit leur contexte. Et oui, cette femme a pu participer au programme et elle a lancé un programme pour favoriser l'épargne des femmes. Bravo. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est la même chose pour des conférences, par exemple, qui proposent des systèmes de garde pour les enfants, et alors qu'avant, les femmes ne pouvaient pas participer. Trop souvent, on oublie que dans ce monde numérique, nous avons un environnement de travail beaucoup plus flexible qu'avant. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être sur place, d'être au bureau. Les gens peuvent travailler le week-end, la nuit. C'est beaucoup plus flexible pour les femmes qui ont des enfants. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Les personnes pensent que lorsqu'on est un entrepreneur, on crée une application et puis on gagne des milliards. Mais je pense qu'on parle aussi d'horaires beaucoup plus flexibles et ça peut être intéressant pour les femmes. Chiara. Oui, je pense que ce que fait Station F, c'est vraiment fantastique en termes d'inclusion et de diversité parce que lorsque vous regardez des incubateurs, très souvent vous voyez que les personnes se ressemblent toutes, qu'elles sont toutes sorties des mêmes écoles, qu'elles se ressemblent. Et trop souvent, on oublie que l'accès à l'entrepreneuriat n'est pas le même pour tous. Je sais que nous travaillons avec des populations qui sont très éloignées de ces questions. Nous leur permettons d'aller en école de commerce, nous leur donnons des tuteurs fantastiques, nous leur fournissons des formations, des cours avec des experts de très haut niveau. Et donc, si nous n'étions pas là,
elles n'auraient pas accès à cela. Elles n'y auraient jamais accès seules. Donc je pense qu'il faut créer ce lien et créer cette inclusion et ces ponts qui permettent aux personnes qui n'ont pas accès d'avoir accès. Et je pense que c'est ainsi que nous pourrons transformer le monde, parce que nous verrons des gens qui proviennent de milieux très différents, avec des profils très différents. Nous leur permettrons de réaliser leurs rêves. J'ai vu une question passer à l'écran qui parlait de comment on enseigne l'entrepreneuriat. Je pense qu'il faudrait y avoir une éducation à l'entrepreneuriat gratuite pour tout le monde, universelle. Parce que je pense qu'à l'avenir, nous allons tous être des entrepreneurs. Nous allons devoir recréer notre propre travail 10 fois de suite, travailler en indépendant. Mais comment est-ce que l'on devient entrepreneur? Comment est-ce que vous accédez à cette éducation si vous êtes un réfugié, si vous êtes une femme comme les personnes que l'on aide, si nous n'étions pas là? Et combien de personnes sont laissées sur le côté de la route? Combien de personnes ne peuvent pas réaliser leur projet parce qu'elles n'ont pas accès à cela? D'accord, on va un petit peu revenir sur Terre. Pas que nous sommes sur Terre, mais donc on a entendu Chiara dire qu'il était difficile de trouver un financement pour ces projets. Nicolas également a souligné le fait qu'avoir des femmes qui participent crée une valeur ajoutée économique. La question est de savoir comment cet entrepreneuriat inclusif peut devenir une priorité alors que les écoles de commerce se concentrent essentiellement sur la maximisation du profit. Est-ce que cela permet de maximiser le profit ou est-ce qu'on est en train de parler de dépenses supplémentaires alors qu'on ne sait pas exactement quel sera l'impact? Alors comment est-ce que l'on peut montrer aux gens que c'est la bonne voie à suivre, que l'entrepreneuriat inclusif est la bonne direction à suivre? AP, qu'en pensez-vous? Eh bien, j'en suis sûre, je sais que nous avons raison. Je travaille dans ce domaine de formation à l'entrepreneuriat depuis les années 90, depuis longtemps. Donc, j'ai des amis comme Steve Blank qui travaillent sur la recherche, qu'est-ce que c'est qu'une start-up, etc. Donc, on a les données, on a la recherche. Mais lorsque nous avons commencé à concevoir notre système, il a fallu penser à un parcours, à une formation. C'est gratuit et cela contient tous les éléments dont on a besoin, les formations dont on a besoin pour devenir un entrepreneur. Cela vous permet de vous auto-évaluer, de voir si vous pouvez continuer dans cette direction. Toutes les personnes qui travaillent dans l'entrepreneuriat, y compris les universités dans lesquelles j'interviens, si vous allez dans les formations, dans les cours, et vous regardez les livres qu'ils utilisent, vous voyez que cela ne correspond pas au présent, à la réalité. Donc le contenu est dépassé, les formateurs, les enseignants ne sont pas suffisamment bien informés. Et tout le monde pense, lorsqu'on parle de start-up, il pense à des gens avec des sweats à capuche et avec des baskets. Bon, c'est peut-être effectivement le cas. Mais il y a également des personnes avec énormément d'expérience dans ces écosystèmes, avec un parcours fantastique, avec des connaissances. Donc, le problème, c'est lorsqu'on regarde toujours vers le passé pour essayer de construire le futur, cela ne fonctionne pas. Et c'est le problème avec les décideurs politiques, avec les investisseurs, les financeurs, les bailleurs, les ONG. Par exemple, l'école Ready School en Allemagne, on dit « Ah, c'est fantastique, ils enseignent aux réfugiés à coder ». Eh bien, on fait la même chose et on obtient des financements pour nos activités. Mais c'est compliqué parce que personne ne veut nous financer, parce qu'on ne peut pas prouver que cela marche. Et pourtant, cela marche uniquement parce que les gens y croient. Et nous
nous permettons aux gens de construire leurs rêves. Oui, les questions sur l'entrepreneuriat et les formations, je pense que le cadre est une question essentielle. L'entrepreneuriat n'est pas quelque chose que vous faites pour apprendre quelque chose qui vous permettra d'avoir une carrière en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas une carrière, c'est une vocation. C'est un état d'esprit. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser, que vous soyez votre propre chef d'entreprise ou que vous travaillez dans une start-up ou dans une grande entreprise. Nous avons besoin de voir comment nous développons cet état d'esprit d'entrepreneur. Et je ne pense pas qu'il faille créer des millions de créateurs d'entreprises. Ce n'est pas cela dont on a besoin. On a besoin de gens qui puissent travailler ensemble et qui ont des idées de création et qui ensuite collaborent ensemble pour pouvoir faire fonctionner ces idées. Et je pense que c'est là la différence entre ce que vous allez lire, ce que vous allez apprendre, un cours à l'université, par rapport à un parcours que l'on construit dans un programme, dans des incubateurs. Le modèle 1-5-6 que nous utilisons à Blue Chili, c'est une salle. 1-5-6, c'est quoi? Eh bien, c'est un programme 1-5-6, c'est notre modèle d'accélérateur et il y a également des éléments en ligne. Et donc, il y a un groupe d'entrepreneurs qui se sont assis dans une salle il y a 4 ans et qui ont... Pourquoi tant de startups échouent? Parce que 90% échouent les 12 premiers mois. Comment est-ce que l'on pourrait établir un processus pour surmonter tous ces obstacles, travailler avec les créateurs dans un programme d'accélérateur pour éviter ces écueils? Donc c'est une formation, un parcours en temps réel. Ce n'est pas quelque chose d'universitaire, c'est une expertise qui prend en compte également le fait que chaque start-up est différente, que les individus sont différents, leurs talents, leurs compétences sont différentes. Il y a des talents cachés de chaque chef créateur d'entreprise qu'il faut détecter et donc il faut un modèle pour pouvoir faire cela, un modèle qui ait des résultats. Il faut pouvoir. Si vous pouvez prouver que vous construisez des entreprises qui réussissent, eh bien, il est plus facile d'obtenir du financement. Et nous avons vu cela avec des grandes entreprises en Australie et avec du capital risque qui ont investi dans ce programme parce que nous pouvons montrer que nous avons des résultats concrets. Chiara? Oui, on parle d'entrepreneuriat et de l'enseignement qui vise donc à maximiser le profit. Nous travaillons avec 2 écoles de commerce ici en France et donc nous voyons quel est l'enseignement dans ce domaine. Et donc, je voudrais dire que ce n'est pas le cas. On utilise plutôt des modèles de start-up où on identifie un problème, on cherche une solution, on valide les solutions et c'est la manière dont nous enseignons. Et je pense que c'est le cas peut-être lorsque l'on cherche des financements après, parce qu'il y a la pression de la part des bailleurs, etc. Mais je ne pense pas que ce soit l'enseignement de base. Oui, je suis d'accord. Je pense effectivement que l'entrepreneuriat ne se concentre pas sur ce modèle de maximisation du profit. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui sont utilisés. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de dirigeants qui sont conscients du problème avec I Combinators qui, par exemple, prennent de plus en plus en compte la diversité. Et il y a une entreprise de la Silicon Valley qui a eu des problèmes récemment avec des questions liées aux femmes dans son organisation et donc il y a eu également des affaires, des poursuites judiciaires aux États-Unis et donc je pense que la plupart des gens commencent à se rendre compte de l'importance de ces problèmes et je pense que lorsque l'on pourra montrer clairement qu'il y a un lien entre la rentabilité et la diversité, cela sera vraiment un moment clé pour nous. Oui, je pense que ce lien entre la rentabilité, la diversité et l'impact est vraiment essentiel. On ne veut pas voir à chaque fois le même modèle se répéter. Il faut pouvoir investir dans des idées qui résolvent de vrais problèmes et avoir des personnes qui poursuivent ces idées avec passion plutôt que simplement rechercher un maximum de profit. Il nous reste une vingtaine de minutes et je voudrais que l'on réponde à certaines des questions qui ont été posées.
Alors, merci de les afficher sur l'écran avant de clore cette session. Alors, première question. Quelle est l'attitude ou le comportement que les femmes doivent adopter afin de devenir des entrepreneurs audacieux et courageux? Quelles habitudes adopter? Nicolas, vous semblez correspondre à l'objectif recherché, donc quelles sont vos habitudes? Alors, tout d'abord, cette question, elle pose la question de savoir comment changer les femmes, comment changer leurs habitudes afin qu'elles acquièrent une plus grande estime de soi. Alors, bien sûr, il faut construire cette confiance en soi en apportant son soutien au développement de certaines compétences, mais il faut aussi savoir que notre recherche de confiance en soi pourrait relever d'un préjugé. Lorsque nous faisons la sélection dans le programme She Starts, nos membres du jury se soumettent à une formation aux préjugés sexistes afin de vraiment départager les compétences de la confiance en soi. On pense parfois que les personnes qui sont le plus confiantes seront les meilleurs entrepreneurs, mais ce n'est pas nécessairement vrai. L'idée, c'est de pouvoir identifier les compétences et ensuite mettre en place la confiance en soi. L'idée, ce n'est pas d'écarter tout de suite ces candidatures parce que les personnes en question ne démontrent pas assez de confiance en soi. La confiance en soi, bien sûr, il faut la construire. La raison pour laquelle les femmes n'en ont pas souvent, c'est que année après année, depuis la plus jeune enfance, eh bien, cette confiance en soi est érodée petit à petit par les différents événements de vie. Avec les consignes suivantes, il ne faut pas parler trop fort, il faut attendre, il faut être discrète, il faut attendre son tour. Voilà, ce sont là les défis auxquels les femmes doivent faire face. Et Chiara le sait, bien sûr, entre autres, il y a beaucoup de facteurs sociaux qui ont un impact sur la confiance en soi des femmes. Ce sont ces facteurs-là sur lesquels nous devons agir et non sur les femmes en tant que telles. Tout à fait, j'en suis persuadée. Et nos programmes, à hauteur d'un tiers de nos programmes, se concentrent sur le développement, l'épanouissement personnel. Les dirigeants donc m'expliquent, des hommes plus âgés qui m'expliquent que les femmes doivent être motivées à être plus courageuses afin qu'elles soient heureuses. Et en fait, je leur explique que c'est tout à fait le contraire. Si vous êtes une femme heureuse, vous serez épanouie, vous trouverez les opportunités qu'il faut et vous obtiendrez ce que vous voulez. Donc je pense que c'est un processus qui commence avec nous-mêmes en tant que personne. Et c'est pourquoi j'aime pas trop la confiance en soi en tant que concept. Le secteur se concentre sur ça. Il faut que les femmes soient plus confiantes, qu'elles aient davantage de confiance en soi. Et je ne pense pas que ce soit là la question. L'idée, c'est la connaissance de soi, c'est se connaître soi-même. Et je pense qu'il y a là une différence fondamentale. Si les femmes se connaissent elles-mêmes, si elles connaissent leurs objectifs, eh bien, la confiance en soi, ça viendra avec ça. Il n'y a pas besoin de s'acheter 20 ouvrages sur la question pour y parvenir. Voilà. AP, un commentaire, une observation? Alors, lorsqu'on se penche sur les compétences nécessaires à l'entrepreneuriat, ah, vous êtes en train de lire les questions en fait. Ah oui, oui, je suis très très âgée, mais bon, je vois quand même à cette distance, voyons. Bien sûr, avec des lunettes, avec des lunettes. Oui, donc je vous le disais, nous avons un public qui est tout à fait intéressant et qui pose des questions très intéressantes. L'entrepreneuriat, je dirais, c'est s'aventurer dans des terrains inconnus, où personne d'autre n'est allé. En Finlande, on voit que les entrepreneurs cherchent à trouver une solution à des problèmes donc existants. Donc nous avons la technologie et les compétences d'un côté.
Et cela relève du domaine de la science et de l'évolution scientifique. Mais l'entrepreneuriat relève d'une toute autre chose. Alors, on voit bien que les différentes entreprises présentent des entrepreneurs différents. Steve Blank a parlé des 6 différents archétypes d'entrepreneurs. Il y a différents types d'entrepreneuriat. Par exemple, on peut lancer une start-up avec un objectif de vente à la clé. L'idée, c'est que l'on puisse tendre la main à ces personnes. Ce sont des grands rêveurs. Ce sont des personnes qui vont vouloir aller où personne d'autre n'est allé. Lorsqu'on regarde un écran blanc où il n'y a rien, la plupart des gens diront oh, mais il n'y a rien du tout. Mais un entrepreneur, lui, dira incroyable, cet espace de liberté, je peux commencer à construire des choses. Voilà, c'est comme ça que l'on reconnaît un entrepreneur. Et donc, les fondateurs d'entreprises ou de start-up qui souhaitent vendre leur start-up et souhaitent donc lancer leur activité, eh bien, échouent, car c'est très difficile. Il faut également se poser la question de savoir comment participer à un collectif d'entrepreneurs et ne pas être le Mark Zuckerberg de l'avenir. Je vois, par exemple, dans mes connaissances, des personnes qui ne souhaitent pas du tout s'imposer en tant que PDG tout-puissant de la start-up. Ils souhaitent avoir un modèle plutôt horizontal. Être entrepreneur, c'est être visionnaire et ensuite se doter des compétences pour mettre sur pied le projet. C'est également s'entourer de personnes et échanger sur comment construire ensemble. Oh, je m'approche un tout petit peu trop. Je pense que Roxane est déjà prise. Et nous savons donc que les équipes fantastiques mettent en place des projets fantastiques. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Il ne s'agit pas de faire des choses tout seul dans son coin. Il s'agit de mettre en place des équipes qui travailleront ensemble pour avancer vers un objectif commun. Et donc, la société, dans son ensemble, doit être une société d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat. Nous sommes tous des entrepreneurs dans notre monde d'aujourd'hui. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Même lorsqu'on travaille pour un groupe médiatique, comme moi-même, il faut quand même avoir l'état d'esprit entrepreneur. Alors, je voudrais savoir, Roxane, quel est le conseil que vous donneriez à une femme qui souhaite se lancer, franchir le pas? Bien sûr, il y en a plein, mais est-ce que vous pouvez puiser dans votre expérience pour donner un conseil? Alors, je ne donne pas de conseils spécifiques à un sexe. Je peux prodiguer des conseils pour les jeunes, femmes ou hommes. En général, voici les conseils que j'ai tendance à donner. Tout d'abord, nous n'avons pas besoin tous d'être des créateurs et des fondateurs. Il y en aura beaucoup trop dans quelques années. Et donc nous allons en perdre beaucoup et ce sera plutôt triste. Alors, je n'ai jamais lancé une start-up moi-même. J'ai lancé des initiatives, j'ai participé à des projets et cela m'a permis de mettre en place un réseau et d'accroître ma visibilité. Et d'ailleurs, j'encourage les personnes à faire cela lorsque c'est le plus facile, c'est-à-dire quand vous êtes à la fac et que vous avez du temps et de l'argent à perdre, entre guillemets. Deuxièmement, il faut aussi aller à l'étranger. Alors qu'on pense qu'on apprendrait le plus à la Silicon Valley, en réalité, j'ai beaucoup appris en la quittant. Les différents entrepreneurs ont tendance à livrer des conférences dans leur pays, dans les villes qu'ils connaissent. Or, je les encouragerais à aller ailleurs. Je suis également persuadée que le code, c'est la langue de l'avenir. Je pense qu'il faut en avoir une connaissance au moins sommaire, surtout pour les femmes qui ont tendance à avoir une attitude un peu
hostile ou un peu peureuse face à la technologie, eh bien, je pense que avoir une connaissance sommaire de cela nous permet d'avoir une meilleure attitude. Oui, j'appliquerai ce conseil à moi-même également. Nicolas, est-ce que vous pouvez également nous donner vos conseils pour de jeunes personnes et des jeunes femmes? Je pense que c'est une question plutôt dangereuse, donc d'avoir ce conseil un peu général pour les jeunes. Alors que lorsque je travaillais il y a quelques ans dans cette organisation en Australie, j'ai constaté que c'était plutôt les jeunes qui avaient les meilleurs conseils à prodiguer. J'ai une très bonne relation avec mes neveux. Et lorsqu'on échange sur leurs expériences, sur leur vision du monde, eh bien c'est là que je tire le plus enseignement. Je pourrais bien sûr vous donner des tuyaux et des astuces pour avoir un état d'esprit d'entrepreneur ou d'avoir un impact sociétal. Eh bien, je dirais que ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment rechercher ce regard nouveau sur le monde. L'entrepreneuriat, eh bien, c'est se pencher sur ces problèmes qui existent depuis toujours, mais avec un regard tout à fait nouveau. Essayer de puiser dans cette créativité tout à fait pure qui se trouve donc au sein de la génération à venir. Moi je pense en tout cas que je poserai la question suivante à la personne concernée. Pourquoi souhaitez-vous être entrepreneur? Lorsque je me penche sur l'ensemble des projets qui n'ont pas abouti, eh bien, tout ce que j'ai laissé de côté ou ce que j'ai abandonné comme projet, c'était des projets pour lesquels je n'avais pas de motivation. Je ne savais pas pourquoi je m'étais lancée dans ce projet. Et c'est pourquoi ce sens de la vocation est si important, car le chemin est semé d'embûches. Lorsque l'objectif est clair, eh bien, on a tendance à avancer. Et il faut également, bien sûr, savoir que la réalité de l'entrepreneur n'est pas toujours positive. Donc voilà, je pourrais vous dire cela. Il faut trouver ce qui vous plaît, ce qui vous inspire. Et dans notre société, qui est très inégale, eh bien, cette chance n'est pas offerte à tous. Pour certains, il s'agit de survivre. Et nous devons prendre en compte cette réalité-là. Et comment changer cette réalité-là du point de vue d'un décideur politique. She Starts ne concerne que des ressortissants australiens. Eh bien, le programme que nous avons lancé était un programme donc, qui destiné à des Australiens et qui vivent en Australie, mais qui peuvent être d'ailleurs. Par exemple, nous avons une chef de projet qui est de Macédoine. Et nous souhaitons appliquer ce modèle à d'autres endroits à l'avenir, là où il peut avoir de l'impact. Bien. À présent, je vais donc vous donner 2 minutes à chacun. Je vous laisse la parole avant de clore la session. Allez-y, n'hésitez pas. Je fais partie d'un autre groupe de l'OCDE, du forum. D'ailleurs, je participe au forum consacré au secteur de l'éducation, au forum international. Et la dernière édition de ce forum s'est tenue en Israël. Nous avons parlé donc de l'éducation, nous avons parlé de l'étude PISA. Et je disais à tout le monde que la Finlande allait voir son classement se dégrader dans cette étude. En Finlande, nous avons intégré l'entrepreneuriat au sein de notre programme scolaire. Dans tous les sujets enseignés, de la maternelle jusqu'au lycée, jusqu'à la fin du lycée, car nous voulons
que cet état d'esprit soit ancré dans l'éducation. Et nous le savons, nous sommes convaincus que le destin de notre monde tient entre les mains des populations de l'Afrique subsaharienne. Et nous devons le comprendre. La pensée qui donc découle de l'entrepreneuriat doit faire partie de notre avenir. Nous devons avoir une ouverture d'esprit et être tournés vers l'avenir. Il nous faut avoir un cadre de valeurs, un cadre éthique, de valeurs morales qui soit humaniste. Merci. Merci, merci beaucoup. Nicolas? Alors, vous avez 1 minute car nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, j'ai vu la question passer, le retour sur l'investissement en matière de diversité et d'inclusion. Eh bien, selon moi, si on tire réellement profit de la diversité, ou si on souhaite le faire en tout cas, eh bien nous devons mettre en place un environnement qui prenne en compte la diversité afin que les personnes impliquées puissent mettre en place des entreprises qui fonctionnent. Le retour sur investissement, eh bien, il s'agit de prendre en compte que nous ne pouvons pas réussir en tant que société si la moitié de la société manque dans l'histoire. Et bien sûr, les histoires des personnes qui sont impliquées, eh bien, ce sont des histoires qui sont tout à fait importantes et qu'il faut diffuser car elles font partie de ce changement social. Je dirais que l'entrepreneuriat commence par le potentiel que l'on porte en soi et je vois que de nombreuses femmes ne se reconnaissent pas dans ces histoires que l'on présente. Elles ont l'impression que c'est complètement inaccessible et que ces femmes ont réussi à tout faire en 2 semaines. Récemment, j'ai trouvé que cette rhétorique était plutôt inquiétante. Je me suis demandé si j'étais en train de commettre des erreurs car je trouvais que mon chemin était très difficile par rapport à ces autres histoires à succès. Donc j'ai lancé un blog, je n'en avais pas parlé. Et dans ce blog, j'écris tous les jours afin de faire le tracé de mon parcours d'entrepreneur. Tout ce que j'apprends de mon quotidien et la manière dont je l'applique à l'entrepreneuriat. Nous grandissons, nous apprenons tous les jours et c'est très difficile de le voir et de le percevoir en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, je suis vraiment beaucoup plus consciente de mon évolution personnelle grâce à cela et je pense que nous devons tous le faire. Oui, je vois, Chiara, que vous êtes plutôt optimiste en ce moment. Bien. Le mot de la fin. Je pense que je voudrais dire qu'il y a plus de femmes dans le monde des technologies que Sheryl Sandberg ou que Marissa Mayer. Ah, bah vous lui ressemblez un petit peu. Je voudrais que tout le monde en soit conscient. Tous les ans, j'essaye de mettre en avant 10 femmes qui ne sont pas donc Sandberg et Meyer. Je pense qu'il y a de nombreuses femmes et d'entrepreneurs de manière générale qui viennent de tout horizon. Et je pense qu'il faut les mettre en avant et je pense que ce serait ça qui nous ferait avancer dans nos efforts. Merci, merci beaucoup.
Je pense que nous avons eu un aperçu de ce qu'est l'entrepreneuriat inclusif. Nous avons pu écouter les expériences de nos panélistes et nous avons pu réfléchir à comment appliquer ces enseignements à nos vies, que nous soyons entrepreneurs ou non. J'aimerais remercier nos panélistes, j'aimerais remercier les membres du public. Merci pour ces questions et merci d'avoir fait preuve de toute cette attention ce matin. Merci beaucoup.